Salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de comprendre le principe d'injection de dépendance. Et bien sûr, ceci vient à partir d'un exemple. Mais bien avant, il vous faut s'assurer que votre projet il est configuré pour qu'il soit exécuté, si vous voulez, sur une version récente de Java. Donc, pour cela, on clique droit sur projet propriété Java Buildpath et on regarde ici. Donc, si votre projet contient bien sûr une version Java, si vous voulez, qui est obsolète, donc il faut la changer tout simplement en cliquant bien sûr sur ce bouton-là, Add Libraries, GRE System Library, Next, et je choisis bien sûr la version JDK qui est disponible chez ma machine. Alors pour moi, je dispose déjà de la version JDK 13.0.2. Pourquoi? Parce que par défaut, Maven, normalement, lorsqu'on va créer un projet web Maven, automatiquement, il associe ce projet donc à la JDK version 5. Donc il faut la supprimer et il faut la remplacer par la nouvelle version de JDK, normalement, qui est installée sur votre machine. Alors pour comprendre l'injection de dépendance, on va devoir utiliser une interface. Donc pour cela, cette interface, je vais la nommer tout simplement A. C'est l'interface A qui va être créée au sein d'un package, par exemple. Et cette interface, normalement, expose, si vous voulez, une méthode. Je vais la nommer tout simplement display. Display. Qui retourne une chaîne de caractères. Voilà. Je vais devoir par la suite créer deux objets qui implémentent bien sûr cette interface. Donc, ce sont des classes. Donc, je vais la nommer 1. Plutôt A1 par exemple, qui implémente l'interface A. Voilà, il va retourner bien sûr comme donnée, si vous voulez, juste un message personnalisé. Par exemple, je suis dans l'objet A1. Je vais créer une autre implémentation de l'interface A. Je vais la nommer A2. Il implémente toujours l'interface A. Donc la méthode c'est je suis dans A2. D'accord. Par la suite, je vais créer une classe de test. Alors, pour pouvoir solliciter bien sûr les méthodes de A1 et A2, nous sommes obligés bien sûr de créer, si vous voulez, des instances bien sûr de type A1 et A2. Donc pour cela, je peux créer comme ça. Donc ça c'est mon objet A1. Donc on passe toujours par l'opérateur new et le constructeur. New, si vous voulez, A1. Ici je crée donc un objet de type A. Donc un objet en fait c'est A1 de type A. Et un objet, par exemple A2 aussi de type A. Voilà. Et pour pouvoir bien sûr afficher, j'ai sollicité la méthode display.
Donc je les exécute maintenant. Donc là je devrais donc changer ça, ça sert à 2. Alors pour solliciter la méthode display de l'objet A1, je dois bien sûr créer une instance de l'objet A1. Pareil, pour solliciter la méthode display de l'objet A2, je dois créer bien sûr une instance de l'objet A2, et ceci de façon explicite, bien sûr via l'appel de l'opérateur new et du constructeur. Supposons maintenant que j'ai une multitude d'objets qui implémentent bien sûr l'interface A et que je vais devoir utiliser dynamiquement dans mon application. Et ça revient à dire quoi? J'aurais besoin par exemple de créer une interface, bien plutôt une référence de type A, et à cette référence je dois passer donc n'importe quelle implémentation de façon dynamique. Donc c'est là où intervient bien sûr Spring pour nous faciliter en fait cette tâche. Et pour cela, je vais devoir, donc il va nous faciliter cette tâche bien sûr en utilisant le mécanisme d'injection de dépendance. Donc pour cela, je vais devoir tout d'abord créer, si vous voulez, plutôt récupérer, si vous voulez, un objet contexte qui permet de récupérer, si vous voulez, les composantes de notre application. Et on verra par la suite que ces composantes, en fait, ce sont des bins. Donc, on va faire appel à l'objet annotation config application context. Que je vais nommer par exemple context. Donc, c'est une classe Java que je vais nommer bien, plutôt c'est une classe Spring. Et je spécifie bien sûr à ce contexte une classe de configuration. Donc je vais la nommer par exemple appconfig .classe. Donc je vais devoir aussi créer cette appli, donc cette classe. Donc je peux la nommer comme je veux. La voilà. Donc cette classe elle va contenir, si vous voulez, les paramètres de configuration de Spring. Donc je dois la noter, si vous voulez, configuration avec la notation configuration. Et je dois lui préciser aussi donc le répertoire de balayage. Donc component scan. Et je spécifie ici bien sûr le package de balayage. Donc ce paquet ça sera quoi? com.usd de façon générale. Par exemple dans ce cas .di. C'est quoi ce package en fait? C'est là où va chercher Spring, va chercher si vous voulez les composantes qu'il va devoir instancier par la suite. Et les injecter là où il le faut dans l'application. Donc pour cette première configuration, on a spécifié comme package de balayage ce package là com.usd.di qui contient bien sûr l'ensemble de nos classes. Donc cette classe là, en fait, elle est aussi annotée configuration. Donc elle sera chargée, si vous voulez, au démarrage de l'application. Bien sûr, il va faire quoi? Tout simplement, il va correspondre, si vous voulez, à en quelque sorte à un certain fichier de configuration de l'application. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc on revient à notre classe de texte, de test. Et je vais ici par exemple. Donc pour récupérer, si vous voulez, un objet de type A1, bien un objet A1 de type A,
on appelle bien sûr une méthode getBeans. Next.getBeans. Et à cette méthode, je vais spécifier bien sûr le type de l'objet que je veux instancier ici ou bien récupérer. Donc c'est un point classe. Vous notez que A, non, en fait, c'est quoi? C'est l'interface. D'accord. Donc ici, je demande de faire quoi? Tout simplement d'associer un objet de type A et de, bien sûr, donc via Spring, et de, bien sûr, associer cette valeur, bien sûr, à cette référence-là. Donc je peux par la suite appeler la méthode display. Bien sûr, si j'exécute ce code-là, donc il va causer un problème parce que tout simplement ici, on fait appel donc à... D'accord. Donc ici, ça veut dire quoi? On essaie de faire quoi? D'instancier, si vous voulez, un objet de type A. Et donc dans ce cas-là, Spring, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher quelles sont les implémentations de A, bien les objets de type A. D'accord. Il va essayer de créer donc un objet de tel. Il va bien sûr l'associer à cette variable-là qui est ref. Alors, si j'exécute, donc il y aura bien sûr un problème. Le problème c'est quoi? Si je regarde ici, no qualifying, si vous voulez, bin de type A. Et ça veut dire quoi? Il n'arrive pas de trouver, si vous voulez, d'objet de type A. Au niveau, bien sûr, des composantes qui existent au niveau du package compile.usd.model. Alors que, normalement, ça existe. Donc, il y a un objet A1 qui implémente, bien sûr, l'interface A. Il y a aussi un objet A2 qui implémente, bien sûr, la même interface A. Et donc, c'est quoi le problème ici? C'est tout simplement que Spring n'arrive pas à localiser cet objet, bien à référencier cet objet comme ce qu'on appelle un bin. Pour pouvoir le localiser comme un bin, donc normalement, on doit l'annoter avec la notation components. Voilà. Donc ici, j'ai annoté l'objet A2 qui est aussi de type A avec la notation component. Et ça veut dire quoi? Donc il sera localisé au niveau, bien sûr, de Spring comme, bien sûr, un bin. Et dans ce cas, donc il est tout simplement, si vous voulez, détectable via le framework Spring. Et vous notez aussi que la classe A2, il existe au niveau du package de balayage qui est com.usd.di. Donc si je fais le test maintenant et j'exécute, il n'y aura pas de problème. Et voilà, donc je vais essayer de désactiver cet affichage. On va désactiver le tout parce que maintenant on parle de l'injection de dépendance et dans ce cas c'est le conteneur léger, donc à savoir Spring, qui va se charger de créer les instances de lui-même. Alors si j'exécute, voilà, et je regarde la console, voilà, on a affiché le message, je suis dans A2. Pourquoi A2? Parce que tout simplement A2 ici, c'est elle qui est marquée, cet objet c'est normalement qui est marqué comme un bin, en utilisant bien sûr la notation component. Maintenant, si on fait la même chose au niveau du deuxième composant, qui est aussi de type A, et j'exécute, normalement il y aura un problème. C'est le même problème précédent, no qualifying bin. Mais ici on va compléter le message pour voir que c'est un problème de confusion. En fait, il a trouvé deux références
bien deux beans, si vous voulez, ou bien deux objets en fait, qui implémentent la même interface A. Et donc, il est en confusion de choisir lequel parmi ces objets il doit créer. Est-ce qu'un objet de type A1 ou bien un objet de type A2. Alors, pour remédier à ce problème-là, c'est là la partie dynamique, donc je peux tout simplement changer, bien agir bien sûr sur les paramètres de la méthode getBeans. Donc là, je peux spécifier par exemple le nom du bin. Le nom du bin par défaut, c'est le même nom que celui de la classe, sauf que la première lettre, elle est écrite en minuscule. Donc d'ailleurs, c'est ça ce qui a été affiché ici. Si vous remarquez ici, il y a A1 et il y a A2. Donc, si je veux par exemple dans mon application travailler avec des objets de type A1, ou bien passer une référence de type A1, alors là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est qu'il faut spécifier en premier lieu la référence A1, et puis bien sûr le type de plutôt l'objet A1, et puis le type, si vous voulez, le nom de l'objet, et puis le type de cet objet. D'accord. Si j'exécute maintenant, ça va afficher bien sûr, je suis dans A1. Voilà, je suis dans A1. Pareil, si je change A2, voilà. Mais je peux aussi, si vous voulez, configurer autre chose. Donc, je peux par exemple personnaliser le nom du bin. Donc, je peux le personnaliser à travers quoi? Bien sûr, à travers toujours la notation component. Et je peux préciser mon propre bin. Par exemple, my bin A1. Par exemple, my bin A1. Et donc, je peux passer cette information, bien sûr, au contexte pour qu'il puisse instancier un objet A1, bien sûr, de type A. Si j'exécute maintenant, voilà, ça m'affiche, je suis dans A1. Alors, supposons maintenant que notre classe A1, bien notre objet A1, dépend d'un autre objet. On va supposer que cet objet, c'est l'objet P, donc qui est référencé par exemple, par la variable ref B. Donc, je vais devoir créer cet objet, bien cette classe. Non, c'est une classe. Là, voilà. Je suppose que cette classe est munie, si vous voulez, d'une chaîne de caractères qui est nommée, bien sûr, mais ça, c'est une propriété et qui est positionnée, par exemple, par défaut à cette information-là, qui est message, par exemple, par défaut. Voilà. Donc, la classe P, donc, il a comme propriété la propriété message. Donc, on a la classe A qui dépend bien sûr de la classe B de l'objet B. Alors, comment dire à Spring d'instancier bien sûr cette dépendance? Parce que normalement, lorsqu'on va essayer de créer l'objet A1, automatiquement, on va devoir créer, si vous voulez, l'objet B pour pouvoir bien sûr le manipuler. Donc, pour cela, comment dire ça à Spring? C'est en utilisant la notation AutoWire, qui permet, si vous voulez, de lier, si vous voulez, cette référence, bien sûr, à cet objet-là. Et donc, AutoWire, donc je vais la placer, bien sûr, au-dessus de la propriété, parce que ici, B, donc c'est une dépendance de A1, donc c'est une propriété, si vous voulez, de la classe A1. Et voilà, donc on pourra, par exemple, juste pour voir qu'on a bien instancié les choses, donc on va essayer d'accéder, bien sûr, à la propriété message de l'objet B. Voilà. Donc si j'exécute maintenant, donc vous notez que mon bin il est nommé myBin1.
Donc, avant d'exécuter en fait notre classe test, comme j'ai dit, Spring il ne pourra bien sûr instancier que les bins. Et comment il va connaître les bins? C'est toujours à travers bien sûr la notation component. Donc pour cela, on doit aussi marquer, si vous voulez, cette dépendance qui est la classe P en utilisant la notation bien sûr component. Et donc, si je teste maintenant, voilà, vous allez voir qu'il affiche le message par défaut. Donc la valeur de la propriété message de l'objet B. Donc ceci d'une part. Donc les cas d'utilisation d'AutoWire, donc il y en a 3 cas. Donc soit je peux placer cette annotation au-dessus directement de la propriété qu'on veut instancier ici, dans ce cas, c'est l'objet B. Soit je peux la placer bien sûr au niveau du setter. Donc setter bien sûr sur la même propriété. Et ceci dans le cas où je veux par exemple changer le comportement par défaut de B. Parce que AutoWire ici fait quoi? Il appelle tout simplement, si vous voulez, le constructeur par défaut de B pour pouvoir instancier un objet B. Et bien sûr l'associer à la référence ref B. Donc je peux ajouter par exemple, ajouter l'getter et setter. Donc je vais ajouter un setter. Sur la propriété bien sûr B. Et donc je peux placer cette annotation au-dessus tout simplement de cette propriété. Donc CTRL X si vous voulez, CTRL V. Et là je peux changer le comportement par défaut de l'instance ref, de l'instance qui a été associée à la référence B. Donc par exemple ref B.message si vous voulez. Il va contenir un message modifié. Donc message modifié. Voilà, donc on a changé ce comportement là et vous allez voir lorsqu'on va tester notre méthode, plutôt notre bin, vous allez voir que ce qui sera affiché bien sûr c'est cette information là parce que comment il va faire ici, il va instancier un objet B, donc en utilisant bien sûr comme j'ai dit le constructeur par défaut et par la suite il va donc traiter ce comportement là. Et lorsqu'on va appeler cette méthode-là, plutôt la valeur de la propriété message, on aura bien sûr la valeur qui a été modifiée au niveau du setter. Donc si je fais comme ça, donc je teste. Voilà, on va remarquer aussi, message modifié. Alors, ceci d'une part. D'une autre part, on aura donc l'autre cas de figure, le troisième, c'est de placer bien sûr la notation au-dessus du constructeur. Bien sûr de l'objet parent, toujours. Donc je vais ajouter bien sûr le constructeur. Alors... voilà. Donc je vais placer tout simplement, comme j'ai dit, la notation au-dessus du constructeur. Lorsque je la place ici, donc je peux aussi modifier ce comportement. Et bien sûr, je dois enlever ça. Donc ce sont les trois façons, si vous voulez, d'injecter, si vous voulez, un objet de type B au niveau, bien sûr, de la classe englobante. Et dans ce cas, c'est la classe, bien sûr, A1. Donc, si je teste, donc j'aurai la même information, message modifié. D'accord.
Donc ce sont les trois cas de figure qu'on puisse utiliser pour la notation, si vous voulez, AutoWare. Il revient à dire quoi? Donc, regardez ici, si je place la notation, bien sûr, au-dessus, bien sûr, de la référence, si vous voulez, plutôt de la propriété B. Et si j'essaie d'exécuter, alors que vous notez aussi, on a toujours le constructeur, on a toujours, bien sûr, si vous voulez, on a toujours le setter. Alors, si je teste dans ce cas, donc il va devoir afficher, bien sûr, l'information message modifie. Parce que ici, on appelle quoi? On appelle, bien sûr, le constructeur. Donc, si je reviens ici, alors, si je fais comme ça, pour voir juste la différence, et je teste, donc il m'affiche toujours message modifié. Comme je disais, parce qu'il appelle le constructeur, parce qu'il va injecter une valeur de A1, donc il va appeler le constructeur, si vous voulez, qui contient la modification. Donc on va essayer d'instancier par exemple A1. Donc il y aura appel bien sûr de ce constructeur avec cette valeur-là. Alors, maintenant regardez, lorsque je désactive le constructeur avec paramètres et j'active bien sûr le setter. Dans ce cas, le setter il n'aura aucun effet. Et on va devoir afficher le message précédent. Ça veut dire quoi? La propriété par défaut. Bien le message par défaut. Donc si je les exécute, voilà, il y aura affichage du message par défaut. Une dernière chose, toujours au niveau d'un 1, je peux par exemple demander à Spring de l'instancier bien sûr cet objet, sauf s'il est sollicité. Donc il y a la propriété required que je peux positionner par exemple à false. Et donc ça permet à Spring d'optimiser un petit peu la mémoire, parce qu'il ne va instancier un objet de type B que lorsque ce dernier il est sollicité. Et pour cela, donc par exemple ici je ne vais pas le solliciter tout simplement. Dans ce cas toujours, donc Spring il ne va pas créer, si vous voulez, d'objet de type, il va pas créer, si vous voulez, d'objet de type B. Alors maintenant on va supposer un autre scénario. On va supposer que normalement cet objet B ça fait référence à une interface. Donc je vais essayer de la transformer en une interface, si vous voulez. Donc, je vais désactiver ceci. Et celle-là, ça devient, si vous voulez, une interface. Et donc, il a une certaine méthode de getMessage, par exemple. Qui return, bien sûr, une chaîne de caractères. Donc, on va devoir créer deux implémentations, si vous voulez, de B. Donc, je vais devoir les créer. Par exemple, nouvelle classe que je vais nommer par exemple B implémentation 1. Voilà. Donc le message c'est depuis bien sûr cette implémentation là. Je vais devoir créer aussi une autre implémentation de B.
Donc il contient ce message personnalisé, message from implémentation 2. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais solliciter par exemple, si on remarque ici, on demande d'injecter, si vous voulez, un objet de type B, alors que ici, B, bien sûr, ça fait référence à une interface. Donc, bien sûr, lorsque je vais essayer d'exécuter ceci, donc il va m'afficher une... Donc, si vous voulez, un... Bien sûr, avant ça, il faut aussi enlever la notation component, bien sûr, de l'interface et de la positionner, bien sûr, au niveau des implémentations. D'accord. Voilà. Et ça aussi, je dois enregistrer. Alors, vous remarquez, comme j'ai dit, qu'on dans A1, maintenant on sollicite quoi? Donc un objet de type B, alors que B fait référence bien sûr à une interface. Et bien sûr, dans ce package, il y a deux implémentations qui sont relatives bien sûr à B.